sudradioméditerranée.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. On est avec Serge Zaka. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, docteur en agroclimatologie pour l'ITK de Montpellier. Déjà, un petit point très important auquel vous tenez beaucoup et vous avez raison. On parle de canicule, mais vous dites attention, il y a la canicule et il y a la sécheresse. Parfois, il y a les deux, mais c'est deux facteurs différents. Exactement. En fait, la canicule appliquée aux végétaux, c'est quand les températures sont trop élevées et elles freinent le développement du végétal. La sécheresse, c'est quand il n'y a pas assez d'eau pour garantir le développement du végétal. Donc, dans l'un, c'est des températures élevées, et dans l'autre, c'est le manque d'eau. Et bien sûr, vous vous en doutez, quand on a les deux couplés ensemble, on peut s'attendre à des... Enfin, c'est multiplicatif, c'est pas additionnel, on peut attendre à des dégâts plus importants sur les cultures. Alors, là, on va reprendre les températures qui nous attendent pour la fin de semaine. Jusqu'au 14 juillet, en gros, on va dépasser dans certains endroits les 40 degrés. C'est le cas déjà en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est la première partie, on va dire, de... Mais ensuite, ça va évoluer, il va y avoir un reflux et ça va remonter, c'est ça ? Exactement. En fait, on a trois phases dans cette canicule. Au début, c'est l'installation d'un début de dôme de chaleur, on va dire, où les températures se réchauffent, mais c'est par compression de l'air. Donc, c'est juste un terme technique. Ensuite, on a de l'air un peu plus frais qui devrait arriver dans le nord-est de la France, mais il faut vraiment retenir que l'arrière-pays méditerranéen et le sud-ouest de la France ne seront pas concernés par cette descente d'air frais. Ouais. Et ensuite, on a quelque chose qui ressemble plus à une plume de chaleur. Alors peut-être que les météorologues purs pourront un peu mieux décrire ce phénomène, mais on a une remontée d'air chaud qui est cette fois-ci très remarquable et qui va durer 2 à 3 jours pour l'instant. Donc on n'en voit pas forcément encore la fin, même si on peut se douter que mardi, éventuellement, il y aurait quelques orages. Mais c'est vraiment celle-ci qu'il faudra surveiller. Là, c'est vraiment, on va dire, l'apéritif de cette vague de chaleur. L'apéritif, très bien, super. C'est un beau programme. Alors, concernant, je rappelle que vous êtes docteur en agroclimatologie, conséquences pour les plantes, la canicule, la chaleur, la sécheresse. Je lisais tout à l'heure, on va commencer par exemple dans le sud de la France, notamment dans les vignobles. Déjà les vignes. Moi, je me souviens, il y a des vignes qui ont cramé il y a quelques années à cause de la chaleur. Là, ça se passe comment ? Le raisin est sur le pied. Enfin, comment ça se passe pour les vignes, par exemple ? Alors, le 28 juin 2019, effectivement, on avait eu 46 degrés avec 40 km/h de vent. Et là, on a eu un phénomène très local qui s'appelle la sécheresse éclair en termes scientifiques. Et en termes grand public, ça s'appelle l'effet sèche-cheveux. Là, c'est vraiment le couplage entre vent et température qui fait que les végétaux se sont desséchés. Pour l'instant, dans les prévisions, on ne peut pas le prévoir plus de 24 heures à l'avance. Pour l'instant, dans mes prévisions, c'est encore un peu tôt de dire si on aura ce phénomène local très extrême. Par contre, on va avoir régulièrement des 38 à 42 degrés dans les zones de vignobles, notamment du sud de la France, dans le Bordelais, autour de l'Aude, dans l'arrière-pays méditerranéen, jusqu'au vers Nice au final. Et donc là, on est dans la période de remplissage des baies, c'est-à-dire qu'il faut de l'eau pour les faire gonfler. Et quand il y a un manque d'eau, les baies vont être plus petites, le sucre va être plus concentré à l'intérieur de ces baies. Et lorsque le sucre est plus concentré à l'intérieur de ces baies, le taux d'alcool du vin va augmenter puisque c'est ce sucre-là qui fait l'alcool ensuite. Donc le niveau d'alcool du vin va augmenter. C'est ce qu'on observe d'ailleurs avec le changement climatique dans la plupart des vignobles de France, c'est que nos vins ont un taux d'alcool qui augmente au fil des années. C'est notamment dû à des sécheresses pendant la période de remplissage justement de ces baies avec des sucres qui sont plus concentrés. Donc ça veut dire aussi que du côté des viticulteurs, beaucoup désormais irriguent. Alors, le terme beaucoup est peut-être un peu accentué. Oui, beaucoup, oui. C'est encore très minoritaire, mais c'est que de plus en plus de viticulteurs se tournent vers l'irrigation. C'est vraiment pour garantir quand même un goût de leur terroir qui reste stable, pour gérer un petit peu ce stress hydrique. Voilà, c'est pas non plus les plus irrigants de France, mais c'est vraiment pour garantir une certaine stabilité du goût du vin d'année en année. Et bien sûr, il va falloir faire évoluer les AOC, que les cahiers de charges des AOC n'intègrent pas souvent, voire pas du tout l'irrigation. Oui. Et donc peut-être que les AOC, l'INAO devra peut-être réfléchir à faire évoluer les AOC. pour permettre en fait aux viticulteurs d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre
pour avoir des vins quand même qui soient de bonne qualité. Quelles sont les cultures en ce moment, là, avec ces températures ce 12 juillet jusqu'au donc la semaine prochaine, le 19, voire le 20 juillet, quelles sont les cultures qui sont le plus en danger? Quels sont les végétaux? Je pense par exemple aux forêts. Oui. Les arbres, ils vont dessécher, enfin, ils vont avoir un coup de chaud aussi. Exactement. En fait, il y a des effets court terme, des effets long terme. Donc, les effets court terme pour les cultures, c'est toutes les cultures qui sont en période de pollinisation, donc de floraison. Et là, on a le tournesol, on a le maïs, on a aussi certaines légumineuses, le soja, on a aussi certains légumes. Et en fait, le pollen, généralement, il est sensible à partir de 35 degrés, il est moins efficace pour la fécondation. D'accord. Et en fait, la fécondation permet ensuite d'avoir le grain. Et c'est ce qu'on récolte. Donc sur le maïs, ce pollen qui est moins efficace va engendrer une perte du taux de fécondation. Et ce taux de fécondation, c'est qu'il y aura moins de grains sur l'épi de maïs. Malheureusement, dans le sud-ouest de la France, on devrait avoir des températures au-dessus des 35 degrés, donc au-dessus du seuil de dégâts pendant au moins 7 jours, qui est, dans la mémoire de ce que j'ai regardé dans les archives climatiques, une première. Parce que d'habitude, les canicules, on les a après le 15 juillet. Et normalement, la floraison est passée dans le sud-ouest de la France. Sauf que là, on l'a en pleine période de floraison et donc on va avoir des températures supra-optimales, ce qu'on appelle au-dessus des 35, pendant au moins une semaine. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Pour les forêts, autre chose, il y a des effets court terme, long terme. Le court terme, c'est bien sûr un dessèchement, donc une diminution du taux d'eau dans la plante. Et donc ça peut engendrer bien sûr une réceptivité au feu dès qu'il y a un déclenchement par l'homme. En général, c'est 90% c'est l'homme qui produit ces feux. Et la forêt est très réceptive au feu, donc le feu peut se déplacer s'il y a du vent. Et sur le long terme, pour terminer, sur le long terme, en fait, c'est cette répétition d'événements climatiques qui affaiblit les forêts. Et sur le long terme, en fait, on peut avoir des affaiblissements de certaines espèces qui sont de moins en moins résistantes à ces fortes chaleurs et qui, à long terme, peut engendrer une réceptivité aux maladies qui est accrue. Et donc, maladies qui peuvent se répandre facilement vu que la forêt est fatiguée. Et donc, c'est du bois ensuite qui va être mort et du bois à brûler lorsqu'il y a des feux. Alors, Serge Jacquat, je rappelle, vous êtes docteur en agroclimatologie, donc à ce phénomène de forte chaleur qui va s'étaler sur 7 jours minimum, de ce que vous dites, donc se pose aussi le problème de l'accès à l'eau, de la sécheresse à l'état pur, une sécheresse qui a commencé dès cet hiver. Voilà, on a une sécheresse dans nos régions, les régions les plus Vous parlez de l'arc méditerranéen essentiellement, mais il y a dans l'ouest aussi, du côté. Exactement, dans l'ouest, on a eu une petite pause due aux orages du mois de juin, mais bien sûr, les orages n'apportent que de très peu d'eau efficace, c'est de l'eau qui s'infiltre dans les sols tellement qu'elle tombe en quantité. La plupart ruissellent, mais ne rentrent pas dans le sol. Par contre, dans le sud de la vallée du Rhône, c'est là où c'est le plus inquiétant. Par exemple, si on prend la station de l'aéroport de Marseille, qui a eu que 62 mm de pluie depuis le 1er janvier, c'est-à-dire qu'en 6 mois et demi de pluie, 62 mm. C'est ça. Dans 6 mois et demi de pluie, il n'est tombé qu'un mois de pluie. On a un déficit d'à peu près 75%, qui est incroyablement conséquent. En fait, c'est le record le plus bas, bien sûr, qu'on ait eu depuis ces dizaines et dizaines de dernières années. On est un peu moins proche des records du côté de l'Occitanie, du côté de Toulouse, du côté de Narbonne. Mais on est quand même dans des niveaux extrêmement bas. Et cette canicule, plus la température augmente, plus l'évapotranspiration, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la transpiration et l'évaporation du sol, augmente, plus il fait chaud, plus on perd de l'eau. Et donc on va se retrouver de nouveau à un indice hydrique extrêmement bas, ce qu'on a pu observer même avant les orages de juin 2022. Il y a un changement profond, vous dites, vous accompagnez les agriculteurs, le monde agricole pour changer complètement de modèle ou anticiper ou passer ces épisodes-là. Comment ça se passe dans votre spécialité ? Exactement, nous à ITK à Montpellier, on est très spécialisé en fait en phénomène d'anticipation. Grâce à la modélisation, en fait, on couple des modèles de plantes, on reproduit une plante virtuelle dans l'état actuel. Ensuite, on récupère les modèles météo, donc les prévisions météo, on appelle ça les prévisions météo pour le grand public. Et puis on couple les deux et on voit si les stades de sensibilité de la plante correspondent à des stades de phénomènes extrêmes. Et le but, c'est de prévenir les agriculteurs, de leur dire, voilà, vous êtes en floraison, le pollen est sensible, il faut agir sur telle façon sur le court terme et sur le long terme. Pour les animaux, c'est exactement pareil, parce qu'on ne travaille pas que sur les végétaux. Pour les animaux, c'est de prévenir les éleveurs. Voilà, vous allez avoir des températures avec des risques sévères de mal-être animal. Il faut agir d'ici 3 jours
en vérifiant l'abreuvement, en modifiant les rations alimentaires, en allumant les ventilateurs, en faisant des courants d'air, des brumisateurs dans les bâtiments. Préparez-vous parce que ça demande du travail, surtout quand on a beaucoup de cheptels ou qu'on a beaucoup de parcelles. Oui. Il faut se préparer à l'avance. Oui, parce qu'effectivement, il y a tout l'élevage français qui est concerné par aussi ces questions de sécheresse, de canicule, évidemment. Docteur Serge Jacquat, vous avez aussi une grosse communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que vous aimez vulgariser ce qui est en train de se passer pour expliquer que oui, le réchauffement climatique est une conséquence aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et s'y adapter. Exactement. La problématique qu'on a remarqué chez ITK, moi je suis un scientifique à ITK et je suis soutenu par de nombreux scientifiques aussi qui sont présents à ITK, qui sont un peu moins présents sur les réseaux sociaux, mais je me réfère à leur travail, à notre travail. En fait, on a remarqué, lors du gel d'avril 2021 notamment, qu'on parlait beaucoup des effets sur l'énergétique, sur l'industrie, sur les bâtiments, sur les routes et sur l'homme et sur les villes, mais que dans le changement climatique, on ne parlait pas du tout des effets sur l'agriculture et de l'élevage, alors qu'en fait, tous les jours, on est concerné par ce qu'on mange, bien sûr, et que les principaux concernés par le changement climatique, ce sont les agriculteurs qui travaillent à ciel ouvert, qui travaillent avec la météo, et en fait, on n'en parlait pas du tout, parce qu'on n'avait pas forcément d'agroclimatologues qui représentaient un petit peu cette communauté en France. Et c'est sur ça que je me suis positionné, c'est de vulgariser vraiment sur les effets sur l'agriculture, mais ça peut être aussi adapté à tous les jardins des particuliers, parce que ceux qui ont planté des tomates, ceux qui ont planté des courgettes, vont voir que peut-être que le taux de reproduction va être plus bas, parce que les fleurs vont pas forcément donner de fruits cette année parce qu'il fait trop chaud, ou alors que leurs fruits vont, d'ici 3 jours, il va y avoir un gel tardif, ce qu'il y a eu en avril. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les protéger en avance? Donc voilà, il faut vraiment qu'on continue à travailler sur cette vulgarisation, parce que le changement climatique, c'est pas seulement l'homme, c'est aussi les écosystèmes et l'agriculture, c'est même les premiers concernés avant l'homme qui, lui, peut installer une climatisation pour faire face à ces événements-là. On ne va pas installer des climatisations dans les champs. Ça ne va pas être possible. Je suis d'accord avec vous. Merci infiniment, docteur Serge Jacquat, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes docteur en agroclimatologie et sur votre profil, vous avez un très joli chapeau de cow-boy parce que, effectivement, il faut aussi sortir avec les chapeaux en ce moment. Et vous avez réussi à dire agroclimatologie. Et on a évidemment une pensée pour tous ces agriculteurs qui vont travailler sous cette chaleur et dont les rendements vont être impactés, évidemment, qui nous écoutent peut-être. Mais dans un instant, on va parler aussi de la sécheresse, sur les conditions de travail et les salaires aux urgences, et notamment à Toulouse. À tout de suite.